Le plus beau souvenir de ta carrière chirurgicale? Je nommerai pas le nom, évidemment. Ouais, c'est une jeune femme que j'ai opérée il y a maintenant 3 ans. Jeune, 24 ans. Elle avait un immense cancer du rectum et elle est passée à travers des gros traitements, là, radiothérapie, chimiothérapie, suspension ovarienne, fallait préserver sa fertilité, etc., etc. On l'a opérée et, après ces traitements de radiothérapie et de chimiothérapie. Et elle va très, très bien. Je l'ai revue il y a 2 mois. Elle va super bien. Elle mène une vie normale. Et ça, c'est vraiment l'apogée de ma carrière. Ça a pris presque 30 ans pour atteindre ça. C'est particulier. Mais c'est le destin, je sais pas. C'est le destin. C'est aussi que quand tu vois une jeune fille qui arrive comme ça, qui a l'âge de ta plus vieille, c'est... On essaie, naturellement en médecine, en chirurgie, en médecine, on essaie d'être détaché des gens. Mais c'est quand tu vois que ça pourrait être ta fille, c'est un peu plus difficile. Un peu plus difficile. Bienvenue à La Santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Alors bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à ce nouvel épisode de La Santé au-delà des mots, un balado qui parle de médecine et de beaucoup d'autres choses. Si vous avez écouté mon premier invité au début de cette aventure à l'été 2021, vous vous rappellerez donc de cet extrait où Dr Roger Grégoire relatait ce qu'il caractérisait comme étant l'apogée de sa carrière chirurgicale. Il n'avait pas nommé la patiente à l'époque, mais elle est avec nous aujourd'hui. Saraline Beaulieu, bonjour. Allô? Et Dr Roger s'est joint à nous également. Bonjour Roger. Salut Jean-Pierre, salut Saraline. Alors, lorsqu'on a fait l'entrevue, on s'était dit, finalement, il va falloir inviter Saraline, puis elle a accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, merci d'être là. Je vais te présenter un peu. Roger, on va aussi refaire un petit tour, mais on t'avait déjà présenté à l'été. Saraline, tu es née en 1992. Tu vas bientôt avoir 29 ans. Tu es la 4e d'une famille de 5 enfants. Tu as 3 sœurs et un frère. Ta mère travaillait dans le domaine des banques et ton père travaillait pour la Ville de Québec. Exactement. Et tu as un diplôme en administration des affaires de l'Université Laval et tu es en train de faire un certificat en gestion philanthropique à l'Université de Montréal. Oui. Je présume que c'est en ligne avec la pandémie. Oui, exactement. Non, je ne fais pas le voyage à chaque jour. Et je crois comprendre que ton intérêt pour ça vient de ton implication au niveau de la Fondation du CHU au sujet duquel on va parler tout à l'heure. Oui, absolument. Excellent. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à vous. Ton travail actuel, c'est quoi dans le moment? En ce moment, je suis conseillère en transformation chez Industrielle Alliance. Donc, c'est un travail, en fait, je suis au service des différents centres de contact, les centres d'appel là, qu'il y a dans la compagnie. Donc, je travaille pour améliorer l'expérience client, l'expérience employé au travers de différentes activités. Ça peut être l'achat de solutions technologiques ou amélioration des bonnes pratiques là, dans leur corps de leur travail. Alors, c'est bien intéressant le domaine des assurances, mais on n'est pas ici pour parler de ça aujourd'hui. La raison pour laquelle je t'ai invité et pour laquelle tu as accepté, c'est pour parler du cancer colorectal. Comme Roger en parlait tout à l'heure, tu t'es fait diagnostiquer un cancer du rectum il y a 3 ans. Oui. Donc, à un très jeune âge. Tu avais 26 ans à l'époque. Puis tu es connue porteuse du syndrome de Lynch. Exactement, oui. Alors, Roger, pour nos auditeurs, qu'est-ce que le syndrome de Lynch? En fait, le syndrome de Lynch, c'est une maladie génétique qui se transmet
évidemment génétiquement par les gènes. C'est une maladie autosomale dominante, c'est-à-dire que lorsqu'un des deux parents est porteur, les enfants ont une chance sur 2 d'être porteurs eux-mêmes de la maladie. Et c'est une maladie où, en fait, là, je vais essayer d'être relativement simple. Là, lorsque la cellule se replique, se divise, l'ADN se divise aussi et il y a par la suite, c'est comme un casse-tête, il y a des bases qui se refont. Et ces bases-là, des fois, il y a une erreur de replication. Il y a des gènes qui doivent réparer ces erreurs-là et dans le syndrome de Lynch, ces gènes-là sont déficients. Alors, ce que ça fait, c'est que ça entraîne un risque de plusieurs types de cancers, dont le cancer colorectal. Et ça fait que les gens ont une maladie, en général, en très bas âge. On pourra parler de l'historique un peu de la maladie de Lynch, là, parce qu'aujourd'hui, on la voit plus de la même façon qu'on la voyait il y a 20 ou 25 ans. Là. Le diagnostic n'est pas du tout le même non plus, là, de la même façon. Quel impact ça a sur la prise en charge d'un patient ou d'une patiente atteinte d'un cancer, là, le fait que ce soit un Lynch? Premièrement, ils ont en général une meilleure survie. Mais c'est sûr que après qu'il a été opéré, leur suivi va être beaucoup plus rapproché parce que naturellement, ils ont un risque de cancer colorectal, mais ils ont aussi un risque de cancer ovarien, de cancer de l'endomètre, de cancer de l'estomac, de cancer du grêle. Alors, c'est des gens qui doivent être suivis là, de façon beaucoup plus serrée que le patient qui a une maladie sporadique. En juin, quand je t'ai demandé quel était ton plus beau souvenir, spontanément, tu m'as parlé de Sarah Lynn, mais ça fait quand même 32 ans que tu fais de la chirurgie. Mm. Pourquoi est-ce que ça a pris 29 ans avant que tu rencontres ton cas de gloire? Qu'est-ce qu'il y avait de si extraordinaire, outre la personne qu'on a devant nous aujourd'hui? Ouais, non, c'est ça. En fait, faut dire que Sarah Lynn, c'était pas supposé être ma patiente. Hein. C'était pas arrivé comme ça. Non, mais c'était pas tout à fait comme ça que c'est arrivé. Ce qui s'est passé, c'est que un de mes collègues, là, que je nommerai pas, juste avait eu une patiente. C'est lui qui a eu l'appel quand le diagnostic a été fait. Et il avait eu, quelques mois auparavant, une jeune dame de 19 ans qui avait eu un peu un syndrome, un Lynch aussi, me semble, mais qui avait eu un gros cancer du rectum. Il l'avait opéré. La patiente est revenue avec un cancer du grêle et, si je me rappelle, une carcinomatose péritonéale, c'est-à-dire de la maladie partout dans le ventre. Et là, ça l'a bouleversé complètement. Alors, il se disait, non, pas un autre, là. Pas un autre jeune de même. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé, veux-tu t'en occuper? Je lui ai dit, oui, je vais m'en occuper. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Mais la raison, je dirais, c'est que, je l'avais dit lors du premier balado, c'est toutes les implications que ce qu'elle a subi pouvait avoir pour son avenir. Normalement, comme on le sait, là, c'est une maladie, le cancer du côlon et du rectum, c'est une maladie chez les passés de 50 ans, là, passé 50 ans. Alors, c'est sûr que, passé 50 ans, une femme, il y a des chances qu'elle soit ménopausée, ou si elle ne l'est pas, elle va l'être bientôt, puis si elle n'est plus en âge de procréer. Mais chez une femme de 24, 26 ans, ça devient une considération majeure, parce que les traitements qu'on peut lui faire, entre autres, la radiothérapie avec les ovaires, ça peut l'amener en ménopause. Ménopause à 24 ans ou 26 ans, c'est pas rien. Ça peut naturellement affecter sa fertilité. Ça peut avoir des impacts sur sa vessie, sur le vagin, sur sa capacité de lubrification du vagin lorsqu'elle a des relations. C'est majeur, là. Et c'est la même chose pour la chimiothérapie qui, naturellement, peut atteindre les ovaires et tout ça. Alors, les implications, là, c'était pas juste de traiter le cancer, mais d'essayer de permettre à cette jeune femme-là d'avoir une vie de femme normale de 26 ans. Sarah Lynn, parle-nous un peu de l'apparition de ta maladie, les symptômes.
J'imagine que quand tu as eu des premiers symptômes à ton âge, tu pensais pas du tout Non. à ça, là, tu sais. Non, vraiment pas. En fait, ça a quand même pris plusieurs mois avant que je prenne ça au sérieux, honnêtement. Là. Au début, ça a commencé avec le classique sang dans les selles. Puis là, je me disais, ah, ben, c'est des hémorroïdes, c'est peut-être passager. Puis là, je m'en faisais pas vraiment avec ça. Puis, ça a comme commencé à s'empirer, là, je dirais, au mois de janvier 2018. Là, j'avais consulté ma médecin de famille, puis là, je lui disais que je pense que ça filait pas. Je perdais du poids pour aucune raison aussi. Donc là, elle avait fait une demande en colonoscopie. Puis là, mais tu sais, j'ai 26 ans, j'ai aucun antécédent familiaux qui porterait à croire que ça serait un cancer. Au pire, on me parlait de colite ulcéreuse, là. Donc là, ça a quand même pris plusieurs mois avant qu'on... En fait, il a fallu que je me rende à l'urgence en avril pour que j'aille Ta coloscopie. Oui, ma coloscopie. Donc là, je suis rentrée au CHUL le 17 avril 2018, le matin, à 5 heures du matin, parce que là, la fin de semaine d'avant, j'étais plus capable de vivre. Je n'étais pas capable de sortir de chez nous. J'allais tout le temps aux toilettes. Il y avait quelque chose clairement qui ne fonctionnait pas. Puis ma soeur qui est médecin m'avait dit, là, ça ne marche plus, va-t'en à l'urgence. Au moins, tu vas l'avoir ta colonne. Donc, c'est ce que j'ai fait ce matin-là. Puis, les gens me croyaient même pas tant que ça quand je suis arrivée à l'urgence de la sévérité. Ils pensaient que j'avais mes règles là, puis je leur ai dit que c'était pas mes règles, là, que c'était vraiment du sang dans les selles. D'intestin. Oui, exact. Donc, c'est là qu'ils ont découvert la masse. Là. Puis, t'as eu ta coloscopie la journée même? Ou... Oui, la journée, le matin même que je suis arrivée au CHUL. Puis, as-tu un souvenir très précis de cette journée-là ou avec le recul, c'est une espèce de flou là, créé par le traumatisme? C'est assez flou. J'ai des moments, tu sais, que je me souviens comme l'annonce, là, tu sais, je vois vraiment tu sais, j'étais dans l'urgence, j'avais une petite salle seule. Je me souviens très clairement, là, le gastro-entérologue qui ferme les portes. Là, je me demande pourquoi il ferme les portes. Puis, mon père était parti faire des commissions parce qu'encore une fois, mes parents, ils pensaient pas que c'était quoi que ce soit de sérieux. Puis, j'étais avec ma mère. Moi, j'étais sur le lit d'hôpital. Puis là, il nous l'a annoncé. Je me souviens pas de ce moment-là. Je me souviens juste ma mère qui prend le lit d'hôpital, là, puis qui manque s'évanouir pendant qu'il lui annonce, là. Fait que ça, je m'en rappelle assez clairement. Puis après ça, ce qui a déboulé de cette annonce-là, l'annonce à mes frères et sœurs qui sont tous venus à l'hôpital en urgence après, c'est assez flou. Parce que ce que j'ai entendu, c'est qu'une fois qu'on entend le diagnostic, tout ce qu'on nous dit dans les minutes après, ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre. Est-ce que c'est vrai? Ou... Oui. C'est vraiment comme si le temps, il s'arrête un peu. T'as l'impression que le monde continue de bouger, puis que toi, t'es comme figé dans le temps. Donc, j'ai pas eu de réaction. Je me suis pas mis à pleurer. J'étais très stoïque. C'était quasiment bizarre. Puis, même que j'étais très insensible. Tu sais, je me rappelle que j'avais comme dit quelque chose comme ça veut-tu dire que je vais mourir? J'étais pas émotive de la façon dont je le disais. C'était vraiment j'étais en état de choc, là, clairement. Puis, c'est ça. Le classique mécanisme de défense, la dissociation. Hein, je veux dire, c'est assez classique, là. Puis là, t'es retourné chez toi, j'imagine? En fait, j'ai été admis une nuit parce qu'ils voulaient faire le taco tout de suite. Okay. Refaire une coloscopie longue, parce que j'en avais eu une courte. Puis le lendemain, j'étais retournée chez nous. Puis le gastro-entérologue m'avait mentionné qu'il m'enverrait à Saint-François-d'Assise pour le reste de mon suivi. Puis c'est là que tu as rencontré Roger, j'imagine, quelques jours plus tard, ça... Même pas une semaine plus tard, je pense. Roger, est-ce que tu te rappelles de la première rencontre avec Saraline? Oh que oui. Ou j'imagine même de l'appel. Gastro-entérologue, peut-être? Non, moi l'appel, moi j'ai pas eu l'appel. C'est vrai, ok, c'est ça. Moi j'ai pas eu l'appel, Ça a été un effet ricochet. C'est ça, moi un de nos collègues. C'est ça, j'ai été le passé au suivant, là. Mais, oui, je me rappelle très bien. Je suis assis dans le bureau et je suis face à l'ordinateur. La chaise est à ma droite. Il y a deux chaises, en fait. Il y en a une à ma droite, une à ma gauche du bureau. Et là, je vois rentrer cette jeune femme-là avec ses parents. Elle s'assoit dans la chaise à droite. Et le regard de
aidez-moi. C'était extrêmement intense. Extrêmement intense. Et là, il y a les parents qui sont en arrière, qui se tiennent, tu sais, sur une petite salle, puis qui sont en arrière, puis qui se tiennent proche du lavabo. Puis que là, ils se demandent qu'est-ce qui va arriver de leur fille. Puis, je les questionne évidemment. Bon, je l'ai examiné. Et c'était impressionnant, là. Elle avait vraiment une grosse lésion, là. Une très grosse lésion. Fait que là, j'ai expliqué qu'est-ce que probablement on allait faire, mais qu'on discuterait de sa situation avec d'autres collègues, puis qu'on verrait un peu là, qu'est-ce qu'on pensait qui était le meilleur traitement pour elle. Puis après ça, là, ben, ça a déboulé, là, la résonance magnétique, puis etc., etc. Puis la discussion en comité. Mais lorsqu'elle est partie, là, je me suis mis à penser, c'est là que je me suis mis à dire, oh mon Dieu, là, il n'y a pas rien que ça, il y a ses ovaires, il y a sa fertilité, il y a ci, là, ça. Là, j'ai commencé à faire des appels pour, tu sais, m'assurer que ça s'était pris en charge aussi, parce que c'était pas juste dire à la radiothérapie, ben, de la radiothérapie puis la chimio, il fallait vraiment tout faire ça en séquence, puis tout faire ça le plus rapidement possible, parce qu'elle était quand même pas mal symptomatique. Puis elle avait vraiment une grosse lésion, là. Toi, Saraline, la première rencontre avec Roger, est-ce que tu t'en rappelles? Je me suis... Ou t'es encore dans ce flou? J'étais encore dans le le flou / déni, là, pas mal. Vu que c'était seulement une semaine plus tard, ça n'a pas pris de temps. Mais je me rappelle qu'on avait refait une coloscopie courte parce que vous vouliez le voir de vous-même. Puis je me rappelle juste qu'on était en clinique. Vous étiez partis, puis là, vous aviez dit... OK, venez-vous-en, on s'en va. Puis là, il y avait, tu sais, les espèces de capes de chirurgien, là. Puis là, j'ai le souvenir, là, je vois la cape qui pogne dans le vent. Puis là, il y a moi puis mes parents qui courent quasiment après Dr Grégoire derrière, là, pour aller, je me rappelle pas le nom du département, là, où on les fait. Au bloc d'endoscopie. Oui, exact. Fait que ça c'est un souvenir que je garde, qui est assez drôle quand même, là. Sur le coup, c'était pas drôle, maintenant, un petit peu plus. Puis on a-tu reparlé avec tes parents de cette première visite-là? Ou... Oui, parce que c'est certain que Dr Grégoire, tu sais, il était très, très sûr de lui, il était rassurant parce qu'il avait l'air très en contrôle de ce qui allait se passer. Puis on a vraiment senti que Dr Grégoire, il savait de quoi il parlait, puis qu'on allait devoir le suivre. On allait devoir, suivre un peu les conseils qu'il allait nous donner. On a tout de suite eu ce lien de confiance-là, autant mes parents que moi, avec lui. Honnêtement, moi, personnellement, je lui faisais aveuglément confiance, là. J'écoutais beaucoup les conseils qu'il avait à me donner, là, par rapport à mon plan de traitement. Parce que c'est le premier aussi médecin que j'ai vu, là, dans okay. ça. Il y en a d'autres qui ont suivi, là, puis qui ont eu un impact, mais... OK. Faut dire qu'elle est la patiente parfaite, par exemple. Il faut vraiment dire ça, là. Non, mais c'est vraiment la patiente parfaite, là. La patiente qui pose les bonnes questions, comprend les explications, puis une fois qu'elle a compris, quand on parle de consentement éclairé, là, Saraline, là, il y a un consentement éclairé, et après ça, elle embarque dans le traitement. Okay. Et ça c'est... Elle met pas toujours en doute ce qu'on fait. Elle nous fait confiance, puis pour nous, naturellement, c'est important, mais pour elle aussi, parce que ça fait partie de la relation thérapeutique. Mais c'est la patiente Vraiment parfaite, là. Au tout début de tout ça, toi, étais-tu consciente de l'impact que ton diagnostic pouvait avoir sur tes parents? Parce qu'eux sont détachés. Là. Eux, comme tu disais, ta mère qui a failli pas de connaissance, elle n'est pas dans le déni du tout. Elle, là. Non. Elle est complètement dans la réalité. Là. Oui, c'était difficile de voir un peu leur réaction parce que mes parents, c'est des gens, c'est des extrêmement bons parents. Donc, c'est sûr qu'ils ne voulaient pas m'en rajouter, ils ne voulaient pas me montrer toute la peur, la peine. Ça, je l'ai su beaucoup, beaucoup plus tard quand j'étais guérie. Le nombre de fois où il était démoli de mon diagnostic. Même chose pour mes soeurs puis mon frère. Mais c'était drôle parce que quand on a rencontré Dr Grégoire, après ça, on est repartis dans l'auto les trois ensemble. Puis ma mère, elle disait, mais il me semble que Dr Grégoire, il me parle pas à moi. Puis mon père, il a dit, ben c'est à Sarah qu'il faut qu'il parle, c'est pas à toi. Puis c'est vrai que
tout le long, à chaque fois que j'allais le voir, oui, mes parents, ils venaient parce que moi, j'avais besoin aussi d'avoir d'autres oreilles qui entendaient un peu ce qui se passait, puis être plus qu'une tête aussi à comprendre les traitements qui s'en venaient. Mais Dr. Grégoire me parlait tout le temps à moi. C'est comme si mes parents n'étaient pas là quand on était en consultation. OK. Puis ça, je pense que c'est super important pour le patient de sentir que c'est moi qui avais le contrôle. T'sais, en bout de ligne, il n'y a personne qui m'a obligée à faire les traitements. On me conseillait pour ma survie de les faire, mais tout reste un choix, même quand tu es un patient. Puis c'était d'avoir un peu ce contrôle-là qu'on me donnait qui m'a aidé, je pense, aussi à m'approprier tout ça. T'sais. Roger a beaucoup parlé il y a quelques minutes des enjeux à ses yeux au niveau de la fertilité, de la sexualité. Toi, au tout début, est-ce que c'est une préoccupation importante ou vraiment c'est juste le cancer, survivre à mon cancer? Non, ou c'est lui qui t'a amené ça, ces enjeux-là? Non, ça en était une pas mal dès le début. Moi aussi, honnêtement, j'ai toujours voulu avoir des enfants, même avant mon diagnostic. Donc, c'est certain que quand on parle de chirurgie dans le ventre puis de radiothérapie, une fois que j'avais pris connaissance de ces impacts-là, ben c'est devenu vraiment une priorité. Puis, tu sais, une semaine après avoir vu Dr. Grégoire, j'avais un rendez-vous chez Procréa pour faire congeler rapidement des ovules avant de commencer mes traitements de chimio puis de radiothérapie. Là. Puis même avant ça, si je ne m'abuse, il y a eu une procédure même pour éloigner les ovaires du champ de radiothérapie. Donc, une première intervention, si je ne me trompe pas, ça n'a pas eu lieu finalement? Oui, c'est après le prélèvement varien. Okay. J'ai eu un traitement de chimio qui s'en est suivi. Puis tout de suite après, le début, là, on était en mai, mettons, c'est le mois où on a fait le traitement pour conserver mes ovules. Puis début juin, j'avais l'opération pour faire la transplantation. Ou la suspension ovarienne. Je ne sais pas c'est quoi. Est-ce qu'il t'avait fait une stimulation ovarienne? Oui. Ils t'ont fait une stimulation, puis après ça, des ponctions. Okay. Exact. OK. Donc là, le bilan d'extension est fait. Le bilan est négatif, heureusement. Fait que ça, c'est le premier soulagement. Donc, toute cette séquence de traitement-là, ça a duré combien de temps? Parce que je présume que tu as eu de la chimiothérapie avant ta radiothérapie, je comprends? Ou ça a été quoi le plan? Elle a eu un long course. Elle a eu un long course. Un long course. C'est ça, exact. On n'est pas sur un terrain de golf. C'est ça. Non, c'est pas un par 5 de 625 verges. C'est un traitement de radiothérapie qui s'échelonne sur 5 semaines avec de la chimiothérapie en début et en fin de traitement. Bon, ça a été remplacé depuis ce temps-là par d'autres protocoles, là, mais c'est un protocole qui est relativement efficace. Et donc, elle a eu ça pendant 5 semaines. Et par la suite, on les opère. Bon, ça dépend des écoles. Moi, j'aime bien les opérer à 10 à 12 semaines. Puis toi, je pense que tu as été opéré à 8 ou quelque chose comme ça, mais on les opère dans ce coin-là, 8, 10, 12 semaines, là, pour donner le temps à la radiothérapie de faire son effet, parce que malgré que les traitements sont terminés, la radiothérapie continue à agir et à faire régresser la tumeur lorsque la tumeur répond. Fait que c'est un long traitement. Comment tu as trouvé ça? Parce que peut-être qu'au début, le premier réflexe qu'on a, c'est qu'on aimerait quasiment être opéré le lendemain puis passer à autre chose. Puis là, on se fait dire non, ça va être une aventure de quelques mois. Oui, tu vas attendre pour ton Comment tu as vécu ça? C'était l'été, hein. Fait que moi, j'ai eu mes 28 là, traitements de radiothérapie en plein mois de juin, juillet. Tu sais, tout le monde est en vacances, tout le monde est sur le party un peu. Fait que j'étais... À quelque part, je suis contente que ça ait été durant cette saison-là parce qu'il y avait moyen de me changer les idées facilement, tu sais. OK. Mais c'est sûr que les traitements de radiothérapie, c'est intense. C'est à tous les jours, à même heure, le traitement. Puis là, ça part bien, mais tu sais, vers la fin, là, à 20 traitements, là, on commence à être irrité, là, parce que c'est comme si la peau, après chaque traitement, elle devient brûlée, là, si on veut. Donc, ça avait été un petit peu plus difficile. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, en fait, c'est une réaction allergique que j'avais fait suite à... tu sais, pour la chimiothérapie, ils nous donnent souvent des antinausées.
dont d'un médicament qui s'appelle du Téméthyle. Puis j'avais pris ça, puis j'avais fait une grosse réaction allergique. J'avais été comme paralysée la moitié du corps. OK. Puis là, j'étais partie en urgence à l'Hôtel-Dieu, vu que c'est là que j'étais traitée. Puis ce moment-là a été extrêmement traumatisant pour moi puis mes parents qui m'ont vu. Parce que là, on pense à toutes sortes de choses, évidemment. Oui. Puis là, on ne sait pas trop, c'est-tu la chimio? On ne le savait pas, tu sais, qu'est-ce qui a causé ça. Donc, je te dirais que ça a été l'événement le plus difficile. Après ça, les traitements de radiothérapie, puis l'attente de la chirurgie, c'était plate. Mais au moins, ça allait bien. Par contre, les symptômes s'amélioraient. Absolument, oui. On a parlé de comment tes parents ont vécu ça, puis à l'époque, je pense que tu venais de rencontrer ton copain ou... Oui, on commençait tranquillement à se fréquenter, moi et lui. Donc, il est venu à mes traitements de radiothérapie. Il m'a vraiment accompagnée tout au long de cette aventure-là, oui. Avais-tu peur qu'ils prennent les clés? Ceux qui le connaissent n'auraient jamais pensé ça. Okay. Je pense que oui, peut-être d'autres gens auraient eu peur là, d'être avec une blonde, tu sais, qui a un porte-à-4, puis qui a des traitements de chimio, puis de radio, puis qui peut pas vraiment prendre un coup le vendredi soir. Ouais. Mais les gens qui le connaissent n'étaient pas vraiment surpris. Ils sont pas surpris? Non, vraiment pas. Je pense pas. Tes frères et sœurs, comment ont-ils vécu ça? Ou très différemment. Moi, j'ai 3 grandes sœurs puis un petit frère. Tout le monde l'a vécu un peu à sa façon. Ils ont tous été là pour moi parce qu'on est une famille qui est très soudée. Puis ça l'a soudé encore plus notre famille, tu sais, cet événement-là. Ma sœur venait de se séparer, donc elle était, elle aussi, par hasard, retournée vivre temporairement chez mes parents au même moment où moi aussi, je suis retournée vivre chez mes parents pour avoir le support pendant mes traitements. Fait que ça l'a beaucoup aidé. On était comme tout ensemble, comme quand on était plus jeunes. OK. Fait que c'était une chance qu'elle était là pendant mon traitement parce qu'elle était la chambre à côté. Je pouvais tout le temps l'avoir quand il y avait de quoi. Puis ça venait aussi un peu... tu sais, j'étais pas tout le temps en train de tirer sur une personne, tu sais, on est une grosse famille, fait qu'on vient se remplacer, tu sais, quand ça devient plus tough pour quelqu'un, quand quelqu'un est peut-être plus fatigué ou a moins d'énergie à être là pour moi, ben je voyais qu'il se relayait, puis il y avait tout le temps mes piliers, tu sais, autour de moi. Roger, quand tu as vu Sarah-Lynne la première fois, est-ce que toi, tu t'es dit tout de suite, c'est sûr que c'est un lynch? C'était clair et net dans ta tête ou... Parce que souvent, c'est plus à cet âge-là, ben... Écoute, la localisation est peut-être moins typique. La localisation est moins typique, là, parce que, bon, c'est ce que comme je disais tantôt, avant ça, le diagnostic se faisait pas, il y a une trentaine d'années, se faisait pas génétiquement. Alors, il fallait avoir l'histoire familiale, puis on la suspectait parce qu'il y avait des membres du premier degré, des tumeurs à droite avant 40 ans, etc. Il faut dire aussi qu'à l'époque, les familles étaient plus nombreuses. C'est ça. Alors, aller chercher dans des familles de 1 ou 2 enfants des histoires familiales c'est plus longitudinales, c'est plus difficile. C'est ça. Mais c'est sûr que quand j'ai vu, puis il n'y avait pas d'histoire dans sa famille, mais c'était certain que le doute était extrêmement sérieux étant donné l'âge. La localisation, c'est pas ça, parce que c'est plus souvent à droite, moins dans le rectum, mais c'est sûr, dans ma tête, là, il y avait quelque chose qui marchait pas, là. Il y avait quelque chose qui marchait pas, ou elle avait une polypose, ou quelque chose du genre, là, mais il fallait qu'il y ait quelque chose de génétique dans ma tête. Ouais. Puis, quand le diagnostic de maladie de Lynch est sorti, l'impact pour ta famille, tu sais, actuellement, là, parce que tout le monde a été testé ou c'est confidentiel, je sais pas. Non, oui, toute ma famille, on a été testés. Moi, je l'ai su avant. J'étais la première testée, évidemment. Là, on a vu que c'était positif. Donc là, les prochaines personnes qui ont été testées, c'était mes soeurs, mon frère puis mes 2 parents. Puis là, c'était du côté de ma mère, finalement. Donc là, tu sais, on a vraiment... tu sais, l'équipe de génétique sont super aidants. Puis tu sais, ils t'envoient des lettres, ils t'expliquent quoi faire. Ils peuvent même le faire pour toi. Pour être capable parce que c'est important de voir ça part de quelle branche pour que ces gens-là soient suivis un peu comme moi, je l'ai été. OK. Puis c'est drôle parce que c'est justement 50% des chances que nous, on l'aille. Puis finalement, c'était moi et une autre de mes sœurs là, qui l'a eu. Et ta mère? Et ma mère, oui. OK. Donc, il y a un petit club select à l'intérieur de la famille. Moi, on s'appelle les Avez-vous des soupers Lynch? Les Lynchettes. Les Lynchettes. Mais ça, on en rit, là, mais sur le coup, c'était un petit peu moins drôle. Tu sais, il y a beaucoup de sentiments de culpabilité qui sort, qui n'a pas sa place, évidemment. Tout à fait. Mais l'humain étant ce qu'il est, il n'aime pas ce qu'il ne peut pas contrôler. Donc, beaucoup de ça. Ça a été...
difficile à avaler, mais je pense qu'aujourd'hui, tu sais, quand on en parle, sont bien contentes de le savoir, puis, tu sais, ma mère est super positive, puis elle dit tout le temps, ben peut-être que si t'avais pas été malade, peut-être que moi, je l'aurais eu après, puis ma mère a eu une opération pour enlever son utérus, ses ovaires, suite à son diagnostic aussi, en prévention. En même temps que moi, j'étais là-dedans, ben là, en plus, ma mère se faisait opérer elle aussi. C'était assez intense là, pour notre famille. Tu parlais de la réaction, là, la culpabilité. Au début, c'était le déni. Est-ce qu'il y a eu de la colère à un certain moment? Pas vraiment. En colère contre la vie ou contre le destin, là? Parce que c'est une loterie génétique, ça. Oui, ben, je suis pas quelqu'un qui ressent... je ressens de la colère, mais pas beaucoup, honnêtement. Donc, non, j'ai eu beaucoup de peine. Je me sentais coupable de faire vivre ça à toute ma famille. Tu sais, quand ils ont tous dû avoir des coloscopies. Coloscopie, je le dis mal depuis tantôt. Tu sais, ils l'ont tous eu la même journée. Fait que là, tu sais, moi, je suis dans ma chambre, j'entends tout le monde. Vous faites ça vraiment en famille, vous, là. Ben oui, c'était le fun. Tout qu'un party chez nous. Non, un gros party de famille. C'est ça. C'était vraiment pas le fun. Puis là, à ce moment-là, j'étais fâchée, honnêtement. Là. Cette soirée-là, là, quand moi, je les avais eues, les miennes. Au moins, moi, j'avais un petit break. Mais de voir que ma famille traversait ça, je me sentais tellement coupable. Puis j'avais beaucoup, beaucoup de peine, honnêtement. Okay. Oui. Puis là, maintenant, après 3 ans, là, c'est quoi? Le calme, maintenant? Ben, il y a encore de la culpabilité qui est là, plus de la culpabilité que là, moi, je vais bien. Puis, tu sais, je le sais que c'est pas tout le monde qui va bien, qui a eu ça. Fait que, est-ce que c'est quelque chose auquel on pense à tous les jours? Ou, à un moment donné, c'est comme peut-être juste une fois par semaine, puis après, c'est une fois par mois? Ou... Ben, on y pense, mais c'est pas tout le temps négatif, par exemple, parce que ça t'apporte une autre perspective de traverser ça, puis ça n'a pas juste du mauvais. Fait que, oui, on va y revenir tout à l'heure sur le côté positif de ça. Oui. La chirurgie impliquait quoi, Roger? La chirurgie? Ben, en fait, la chirurgie impliquait la lésion. Là, on était à 4 mois après le diagnostic. On était à 4 mois après le environ, diagnostic. c'est ça? Ouais, je suis à peu près là. Au mois d'août? Peut-être un petit peu plus. 6 mois quand même. Un petit peu plus. Quand même 6 mois, OK. Ouais. Et, pardon. La chirurgie, en fait, la lésion à la base était à 8 cm du bord de l'anus, alors ce qui est relativement bas. Et naturellement, quand on avait parlé de chirurgie, m'avait demandé est-ce que je vais avoir un sac? Ça, c'est la question classique. La question classique, évidemment, je lui avais répondu oui, mais j'étais convaincu que j'étais capable de reconnecter son intestin. Ce qui a été très intéressant, c'est que la lésion, elle avait régressé énormément avec les traitements néoadjuvants, les traitements de chimio et de radiothérapie. Et finalement, on l'a opéré, on a enlevé son rectum, on a reconnecté avec son intestin plus haut, on a fait son iléostomie. C'est une chirurgie qui a été super facile. Étant donné le gabarit de Sarah Lynn, ça s'est super bien passé. En post-op, elle a fait ça comme une championne. J'ai même vu une photo avec le pouce en l'air dans ton lit d'hôpital. Je l'ai pas vu celle-là. Oui. Mais c'est drôle parce que, tu sais, après mon opération, évidemment, mon armée de famille était là, à l'hôpital. Puis là, il avait décidé d'aller prendre un café pour se changer les idées. Puis Dr Grégoire, il avait appelé, je pense, mon père après. Ouais. Puis il a dit c'est la première fois que tu y parlais, finalement. Non, mais c'était important. Non. Non, mais ce qu'elle a dit tantôt, c'est important. Oui, tout à fait. C'est très important. Les gens, les familles ont l'impression des fois qu'on les met à l'écart. On les met pas à l'écart. S'ils veulent s'impliquer, c'est correct. Mais il faut toujours comprendre que la relation thérapeutique, c'est avec le patient lui-même. Tout à fait. Et ça, là, on peut pas enlever ça. C'est une plainte qu'on entend peut-être plus souvent de la part des personnes âgées. C'est qui consultent, puis les médecins parlent aux enfants. Parce que la personne âgée a une petite perte cognitive, mais est encore capable de comprendre. Là. Puis les gens, j'ai entendu ça de la part des gens qui ont des maladies d'Alzheimer débutantes, ils ont l'impression que les gens arrêtent de leur parler. Ils parlent à leurs enfants.
Non, Mais c'est- bref, revenons donc à la chirurgie. Oui, puis Dr. Grégoire, il a dit quelque chose, puis c'est resté là, dans ma famille comme une quote, la Ok. quote de l'année. Il avait dit, ben ça a bien été, c'était un walk in the park. OK. Ça, là, ça, c'est resté marqué dans ma famille, là, pour dire que... Parce que, tu sais, j'imagine que eux, dans l'auto, quand ils ont entendu ça, parce qu'ils étaient sur haut-parleur, là, tu sais, le stress a tellement dû descendre quand Parce ils que ont là, on entendu présume ça. que c'est un walk in the park en juillet, là, pas en décembre après de la pluie verglaçante. Non, pas à moins 40. Pas à moins 40. Là. Les oiseaux chantent, les arbres sont en fleurs, puis c'est ça. Là. La portion du traitement qui a impliqué une stomie là, chez une jeune femme comme toi, tu Ouais. as vécu ça quand même pour l'image corporelle, puis... Ça a été le bout le plus tough, honnêtement. Puis drôlement, parce que j'étais vers la fin, tu sais. C'était fait, l'opération avait bien été, mais maudit que je laissais ma stomie, là. Ah ouais. Je la détestais. J'essayais de faire comme si elle était pas là. Erreur. Elle est là. Puis elle va exploser si tu t'en occupes pas. Ouais. Donc j'avais vraiment, vraiment eu de la misère. Tu peux pas t'habiller comme tu veux. T'as tout le temps peur que ça sente, que ça coule. Non, ça a été vraiment, vraiment difficile, mais à un moment donné, ben, tu finis par accepter que c'est sur toi, puis ça fait partie de toi. Fait qu'après peut-être un mois, ça a commencé à mieux aller avec ça, jusqu'à temps qu'à Place Sainte-Foy, à un moment donné, elle explose. Ah, Ça, c'était ouais? moins fun, mais sinon, non, ça a bien été malgré tout. Puis une fois la stomie enlevée, là, au niveau de... Je te dirais, avant d'avoir l'impression d'être revenu à un fonctionnement normal, parce qu'il y a peut-être Roger pour en parler après, là, l'acclimatation là, post-opératoire, ça a pris combien de temps avant que tu te sentes normal, là, tu sais, au point de vue digestif notamment, là, tu sais, le fonctionnement intestinal, je dirais. Là. Ça a pris quelques semaines facilement. OK, t'étais dans- C'était douloureux au début, là, très, très douloureux, mais tu sais, j'étais tellement contente de ne plus avoir ma stomie, honnêtement, que je l'apprenais, là, la douleur qui a suivi, mais ça s'est replacé très, très bien. Après, ça a juste été quelques douleurs au début, là. C'est une évolution quand même assez exceptionnelle, parce que d'habitude, ça prend un petit peu plus de temps que ça à s'habituer à l'absence de rectum. Là. Qu'est-ce qui cause ça, Roger? D'habitude, les symptômes Ouais, en fait, suite à une résection du rectum. ça s'appelle le syndrome de la résection antérieure. Là. C'est bien connu. Le rectum est un organe de capacitance ou de réceptivité, c'est-à-dire que lorsque le bolus de sel descend dans le rectum, il y a un réflexe qui fait que l'anus va se fermer automatiquement et que là, on sent l'envie d'aller à la selle. Ce réflexe-là est émoussé par le fait que le rectum n'est plus là. Il ne peut plus jouer son rôle de capacitance. Le réservoir. De réservoir. Et donc, le bout d'intestin qui est placé là, il n'était pas conçu pour aller là. Alors, il y a toutes sortes il y a toutes sortes de façons là, de s'organiser pour qu'il y ait une espèce de pouvoir de capacité, la façon qu'on reconfigure le bout d'intestin qu'on amène là. Ça peut être des petits réservoirs, ce qu'on appelle des coloplasties, mais c'est juste pour permettre justement d'avoir cet effet réservoir-là. Mais cet effet réservoir-là, quand on ferme la stomie, l'intestin, lui, s'est atrophié. Il a diminué son calibre. Alors, le temps qu'il reprenne un calibre normal et que ce nouveau réservoir-là s'expande et joue son rôle, ben ça va souvent prendre quelques semaines, quelques mois, même des fois un an et demi, là. À prendre de la médication, à donner des conseils diététiques, c'est tout un processus, là. Mais naturellement, l'âge y fait. Ça, c'est l'avantage. On a une jeune femme qui a jamais accouché, donc qui a jamais eu de déchirure au niveau périnéal, qui a jamais eu de pathologie anale, jamais été opéré les hémorroïdes, des fistules, des choses comme ça. Alors, elle a un sphincter qui est normal, un mécanisme sphinctérien qui est normal. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé, là. Alors, on prend une courte pause et on revient avec Saraline Beaulieu et Roger Grégoire. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine.
Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Alors, on est de retour avec un verre de champagne. Saraline est en train de s'étouffer. Saraline, donc tu passes à travers tout cet épisode-là traumatisant de ta vie qui probablement va te redéfinir comme personne pour le restant de tes jours, je pense. Oui, définitivement. Puis plutôt que faire tes bagages puis dire au Dr Grégoire, je reviendrai pour mes suivis, c'est tout, tu dis non, moi en plus je vais m'impliquer au niveau d'une fondation pour sensibiliser les gens, ramasser des fonds. Donc, c'est arrivé comment, ça? Cette implication-là? Puis, en fait, comment ça s'est déroulé? Puis, ensuite, on viendra où on en est dans le moment. OK. Ben ça, en fait, dès mon diagnostic avec mes amis de filles, on n'arrêtait pas de dire que quand j'allais être guérie, on allait faire un cancer-free party. Puis là, j'allais pouvoir boire du champagne parce que, tu sais, on peut pas pendant les traitements de radiothérapie, puis pendant les traitements en général, manger des sushis, tu sais, tout faire ce que je n'étais pas capable de faire à ce moment-là. Oui. Puis là, c'est tout le temps resté comme ça, puis on en parlait. Puis là, arrivé en décembre, quand on m'a enlevé ma stomie, puis que, tu sais, on pouvait commencer à penser à planifier ce party-là. Ma mère était allée au IGA proche de chez nous, puis il y avait un monsieur qui était à la table, puis qui vendait, je sais pas, ça devait être des fleurs ou peu importe l'objet, pour ramasser de l'argent pour les gens qui avaient des stomies, puis qui n'avaient pas les moyens de se payer l'appareillage. Ça, c'était avant que le gouvernement y apporte des subventions là, pour ces gens-là. Puis c'est assez dispendieux, là, les appareillages de stomie. Puis ma mère, évidemment, elle est allée retirer de l'argent, elle a donné, elle revient à la maison, elle me compte tout ça. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, mon party, finalement, ben je devrais ramasser des sous pour d'autres gens comme moi. Puis, tu sais, dans le fond, il y en a encore des gens qui ont des stomies. Moi, ils me l'ont enlevé, mais ça existe encore. Puis là, l'idée est comme partie comme ça à vouloir peut-être organiser une levée de fonds qui était ponctuelle. Puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à parler. La première personne à qui j'en ai parlé, c'est ma radio-oncologue pour voir où je pourrais donner des fonds pour... Qui est docteur? Bernier. Laurence Bernier. Oui. Okay. Puis là, je lui demandais où est-ce que je pourrais donner ces fonds-là. Puis là, elle me disait, écoute, il n'y a pas vraiment de fondation pour le cancer colorectal, tu sais, spécifiquement qui existe. Tu sais, tu as Colorectal Canada, de la Société canadienne du cancer et Fondation québécoise du cancer aussi, mais pour le colorectal spécifiquement, il n'y en avait pas vraiment à ma connaissance. Fait que là, elle me dit, on pourrait peut-être partir un fonds hospitalier, je pourrais le faire avec toi, puis là, l'argent que tu ramasserais pourrait être donné à ce fonds-là. Puis ça a parti comme ça, puis finalement, sans trop m'en rendre compte sur le coup, je me suis embarquée dans un gros projet, une grosse soirée de lancement pour le fonds, une grosse levée de fonds. On a finalement amassé quasiment 50 000 $. Ça, c'était au printemps 2019. Oui, au printemps qui a suivi. Au Château Bonentente. Exact. Dr Grégoire était venu faire un discours aussi, était présent à la soirée. Puis après ça, j'ai été approchée pour être ambassadrice d'un organisme dans la Fondation du Québec qui s'appelle La Cellule, qui, eux, s'occupent des causes orphelines. Puis ils s'occupaient cette année-là du colorectal. Puis c'est Dr François Letarte qu'ils avaient approché pour amasser des fonds. Donc on voyait bien que c'était encore une fois une cause orpheline. Dr Letarte était rentré en contact avec moi pour que je m'implique avec eux, puis de fil en aiguille, finalement, on s'est rendu compte que ça serait mieux de joindre nos forces ensemble, puis on avait tous le même but, puis c'était d'aider les patients qui étaient atteints d'un cancer digestif ou colorectal.
Puis, on aimait bien l'idée aussi d'être un comité qui était multidisciplinaire. Donc, il y avait moi qui représentais le côté du patient, Dr Bernier qui est radio-oncologue, Dr Chénard-Poirier qui est encore hémato-oncologue, puis Dr François Letarte qui est chirurgien. Roger, cancer colorectal, c'est pas le cancer le plus glamour Non. sur la planète. Non, il y en a d'autres pas mal plus Alors, c'est glamour. pas nécessairement des levées de fonds qui sont faciles à faire, donc on a quand même avancé ou évolué. C'est sûr que là, avec Sarah Lynn, on a une ambassadrice exceptionnelle. Extraordinaire. Mais aurais-tu pensé un jour que tu seras au Château Bonentente en train de faire un cocktail, ramasser des fonds Non. pour le cancer colorectal? Non. Non, Il y a 10 ans, ça vraiment me pas. serait apparu impossible. Vraiment pas. Et ça prend, en fait, des gens comme ça qui ont une vision qui est une vision pas médicale. Elle est une ambassadrice exceptionnelle pour toutes sortes de bonnes raisons, mais surtout parce que elle est passée à travers ça. Elle sait exactement. Moi, je peux l'expliquer, je peux dire toutes sortes d'affaires, là. Puis je connais la théorie de la chose. Mais, pas la théorie de la cause, mais la théorie de la chose. Mais elle est passée à travers. Alors, elle est beaucoup plus crédible que moi quand elle parle. Moi, je suis crédible sur la... Peut-être. Je pense que oui. sur la logistique, puis le traitement, puis expliquer ce que c'est, puis ce que ça fait, puis tout ça. Mais elle est capable d'aller chercher, je dirais, la fibre sensible de la personne qui a vu son père ou sa sœur ou son frère avoir un cancer colorectal et de permettre d'avoir des levées de fonds comme ça. Mais non, c'est exceptionnel. Là. Je veux dire, je suis vraiment, tu sais, je veux dire, elle est arrivée dans nos vies, nous autres, dans notre service, puis c'était une bénédiction, là. Puis pourtant, c'est un malheur, là. Non, c'est ça. J'ai vu des photographies du cocktail au Château Bonentente. Oui. Il avait l'air d'avoir beaucoup d'émotions. Est-ce que je me trompe? Oh, oui. Les photos ne disent pas tout, mais j'en ai vu quelques-unes. Oui, ça devait être pendant beaucoup de personnes proches de toi, je pense. Oui, vraiment. Il y avait quasiment plus que 200 personnes qui sont venues cette soirée-là. Puis, tu sais, évidemment, mon cercle au complet, mes amis, même tu sais, moi, j'habite, je suis née, en fait, j'ai grandi à Fossambeau-sur-le-Lac, qui est une petite ville proche du lac Saint-Joseph. Tout le monde se connaît, tout le monde se dit salut dans la rue. Puis, tu sais, même un des invités spéciaux qui habite là, il disait, mais voyons, la moitié de la ville est ici ce soir. Fait que oui, il y avait beaucoup de gens, tous les gens que je connaissais quasiment sont venus. Puis c'était le fun pour moi parce que c'est tous des gens que de près ou de loin, même quand pendant mes traitements, les gens me saluaient, comment ça va, comment ça se passe. Même si c'est des amis de mes parents ou des voisins que je connais, tu sais, c'est quand même des petites brides de support que je recevais un peu de tout le monde. Puis là, cette soirée-là, ça m'a vraiment permis de remercier les gens, tu sais, d'avoir été là pour moi, d'avoir contribué à la cause aussi. Fait que d'après moi, ça doit être ça, les photos où les gens pleuraient. Fort probablement. Et ce nouveau rôle-là, est-ce que c'est quelque chose que tu sembles aimer ça, je pense, ou tu apprécies ça beaucoup? Vraiment. Ben, j'aime pas tant que ça être sur le spotlight. OK. Est-ce que c'était ma prochaine question? Tu sais, je pense qu'il faut le faire parce qu'effectivement, je pense que ça fait plus de sens de l'entendre de la bouche de la personne qui l'a vécu. Mais j'aimerais ça éventuellement, tu sais, down the road, qu'il y ait d'autres ambassadeurs que moi qui partagent une expérience peut-être différente aussi. As-tu eu des demandes de patients, de jeunes patientes, mettons, de supporter, rencontrer des personnes de ton âge qui ont les mêmes problèmes? Oui, quand même beaucoup. Il avait fait un reportage chez TVA quand on était justement avec le cocktail La Cellule là, en janvier 2020. Ils ont fait un reportage sur moi, sur mon histoire. Là. C'était assez court, mais à la suite de ça, là, il y avait des gens qui m'écrivaient sur Facebook « J'ai mal au ventre, j'ai des selles ». Ils me demandaient beaucoup de conseils médicaux que j'ai pas à moi de répondre ça. Allez voir Dr Grégoire. Allez à l'hôpital. Mais oui, il y a eu des gens que je connaissais pas, qui étaient une amie d'une amie, qui avaient besoin de conseils, qui soit vivaient quelque chose, qui allait avoir une stomie, pas nécessairement pour un cancer, ou des gens carrément
connaissais pas, puis qui m'appelaient, qui avaient besoin de parler à quelqu'un, puis c'était tous des gens jeunes qui m'ont contacté, puis je pouvais passer 2-3 heures au téléphone avec eux à parler de soit comment ils vivaient ça, ou soit de ce qui s'en venait, jamais dans un côté médical, parce que je n'irai jamais là, mais plus dans un côté de comment tu te sens quand t'es à l'hôpital, t'as ta stomie, t'arrives chez vous, là, qu'est-ce qui va se passer? Va-tu falloir que tu la changes toute seule? Non, il y a une infirmière du CLSC qui va venir t'aider pour les premières fois. C'est toutes des petites inquiétudes comme ça. Ça fait-tu mal? C'est-tu dégueulasse? Tu sais, c'est des choses que les gens, ils n'oseront pas nécessairement poser comme question à leur médecin parce qu'ils sentent que c'est insignifiant quand ça ne l'est pas. Puis en même temps, on n'est pas les meilleures personnes pour répondre. Non. Comme tu disais, parce que vivre avec une stomie... Puis, on ne connaît pas ça, nous, au quotidien. Là, on pose des stomies, on en enlève, mais une chance à l'hôpital, nous, on a l'aide des stomothérapeutes souvent qui sont sans l'aide de ces personnes-là qui sont extraordinaires, qui vraiment supportent les patients. Oui. On serait dans la misère. Dans une misère terrible. Oui, puis c'est important ce qu'elle dit parce que on parlait de cancer plus glamour, là, je veux dire, c'est sûr que la ville en rose, puis les souliers roses des joueurs de football, c'est plus glamour, puis il y a beaucoup plus de groupes de support pour le cancer du sein qu'il y en a. Sans rien enlever au cancer du sein. Non, ça n'a rien à voir. Mais il reste que c'est pas cancer colorectal. C'est pas cute. Ben, l'exemple que je donne toujours, c'est qu'il n'est pas rare d'entendre dans une conversation mondaine des femmes qui vont parler, là, même avec... Il y a beaucoup de monde, puis ils vont parler d'une masse au sein, d'une mammographie, d'une biopsie. Tu vas rarement entendre des gens parler de sang dans les selles, puis de douleur au niveau de l'anus. Puis moi, j'étais fâchée d'avoir ce cancer-là. J'étais gênée. Puis on a tout un. J'étais gênée. Pourquoi je peux pas avoir un cancer du sein? Il me semble que ça serait moins gênant à l'annoncer aux gens. Je disais, puis même, ça m'a pris du temps avant de dire colorectal. Je disais que j'avais le cancer du côlon. Okay. Parce que rectal... C'était encore pire. C'était pire. Ouais, c'est ça. Vous voyez le stigmate, et c'est pour ça que dur à briser. Elle a eu... Quand elle dit qu'elle a beaucoup de gens qui l'ont approchée, ben ça prend du monde comme ça parce que il n'y en a pas de groupe de support, ou très peu, là, pour les pathologies rectales. En maladie inflammatoire, peut-être un peu plus, mais pas vraiment. Mais le cancer du rectum, c'est pas cute. Non, c'est ça. Il y a le Movember, il y a l'October, il y a le Movember, mais il n'y a pas le... Je sais pas comment on appellerait ça. Ça serait en mars, c'est le cancer du côlon. C'est ça. Dis-moi, justement, j'allais te demander tout à l'heure, là, tu as ton travail à l'Industrielle Alliance, puis tu as beaucoup d'occupations parallèles en philanthropie, puis ça te projette vers l'avant-scène. Là. Tu disais que tu n'es pas très à l'aise d'être à l'avant-scène, mais... Je te trouve plutôt bonne, moi. T'es pas mal bonne, moi. Pas mal. C'est que j'aime mieux être dans l'arrière-scène, puis organiser l'événement, j'aime ça. Ça n'arrivera pas. Non. On verra. Non, parce que les gens vont vouloir souvent te voir toi, ou te verrais-tu occuper même des fonctions plus importantes, mettons, puis te verrais-tu, à la limite, gagner ta vie à travers la philanthropie reliée au cancer du côlon. Là. Parce qu'on ne sait pas où ça peut nous mener. On ne sait jamais où ça peut nous mener. Puis oui, c'est sûr, c'est quelque chose qui me passionne. Puis quand j'avais commencé, je ne connaissais pas l'univers de la philanthropie. Pour moi, ça me semblait assez simple. Finalement, ce ne l'est pas. Il y a une raison pourquoi il y a des cours qui se donnent à l'université spécifiquement pour la philanthropie. C'est vraiment une matière un peu à part. Tu peux pas traiter une fondation comme une compagnie lucrative. C'est pas la même chose. Tes donateurs sont tes clients. La façon de les approcher, c'est en parlant d'émotions tout le temps. C'est pas en parlant de chiffres que ton donateur va te donner 5 000 $. C'est en lui disant, comme Dr Grégoire disait tantôt, écoute, ça a tel impact. Puis on voit une belle transformation dans les dernières années en philanthropie vers une culture d'impact. Les gens veulent que leurs dons servent à acheter un équipement, servent à réduire le risque de complications d'une chirurgie. Ils veulent voir ça peut être 1 pièce comme ça peut être 50 000 $, mais ils veulent voir qu'est-ce que ça va donner en bout de ligne. On ne fait plus des dons à l'aveugle comme on pouvait le faire dans les dernières années. C'est plus des dons dirigés. Des dons pour un fonds général, c'est plus difficile.
J'imagine que oui, effectivement, c'est tout le temps plus simple quand les gens savent pour quelle raison, pour qui ils vont donner. Puis là, c'est sûr que de mettre un visage, ça l'aide. Ça rend la chose plus personnelle. C'est sûr que ce que tu dis là, il y a des présidents de fondation qui n'aimeront pas entendre ça. Ils n'aimeront pas entendre ça, non. Quand les commandes sont de lever parfois des gros montants pour des grandes causes, là, c'est pas spécifique. Mettons, c'est comme quelqu'un qui va donner 1 000 $ pour une levée de fonds de 50 millions. Ça, pour toi, c'est un défi. Là, c'est difficile. Hein? Ben oui, c'est sûr. Puis j'enlève rien au fond généraux, au fond commun. Mais c'est certain, je pense que les nouvelles générations vont peut-être rechercher un peu plus ça parce qu'ils sont très conscients avec les réseaux sociaux de ce qui se passe un peu partout. Ils sont conscients des impacts pour des employeurs pour qui ils travaillent aussi. Donc, je pense que ça apporte son lot de challenge, mais c'est quand même quelque chose de beau à voir que c'est fait de façon un peu plus consciente, je pense, maintenant. Puis, avez-vous... Je suis au courant un peu parce qu'évidemment, à l'hôpital, là, ce sont des collègues là, qui sont en contact avec toi. Avez-vous des projets en cours dans le moment là, avec le fonds ou vous en êtes où? Oui, on a peut-être des plus petits projets comme l'achat puis là, je vais m'assurer que je dis le bon mot, là, je m'excuse, c'est des VAPLOC. En fait, c'est des systèmes qui aident les patients à être immobiles durant leur traitement de radiothérapie. Okay. C'est comme une espèce de sac gonflable qui est modulable pour le patient, comme ça, il ne bouge pas trop. Okay. Là, je m'excuse, Dr. Bernier, si je ne l'explique pas bien. Puis ça fait en sorte que le traitement de radiothérapie peut être très, très précis parce que la personne ne bouge pas du tout. Puis ça, on va faire l'achat là, de plusieurs de ces équipements-là pour qu'on puisse traiter plus de gens. Là. Est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont prévues? Il y a des projets de recherche qui sont en cours. On est en train de travailler sur un projet de recherche que Dr. Letard serait plus en mesure d'expliquer que moi, là, mais on veut se concentrer vraiment pour être en mesure d'aller regrouper l'ensemble des données sur les personnes là, qui ont été atteintes d'un cancer pour être capable de sortir du data puis commencer un peu à utiliser des systèmes un peu plus performants là, d'analytique pour sortir justement quelqu'un qui a 40 ans, qui a eu tel traitement, c'est quoi le pronostic qu'elle a eu, puis être capable de sortir des hypothèses. Puis simplement pour nos auditeurs, le nom exact du fonds, là, peux-tu nous le donner? Là? Oui, c'est le Fonds en cancer colorectal et digestif de la Fondation du CHU de Québec. Qui a une page Facebook. Oui, il y a une page Facebook. Okay. Il y a un site web aussi qui s'en vient. Excellent. Parfait, c'est bon ça. On approche de la fin. Dis-moi, toi qui as été malade, là, aujourd'hui, là, maintenant que ça va bien, ta définition de la santé? La santé, je pense que ça dépasse le physique. C'est beaucoup plus un état d'esprit. Je pense que le plus gros challenge pour quelqu'un qui est malade ou qui passe au travers d'une situation plus difficile physiquement, c'est de garder le mental à flot, de ne pas sombrer dans quelque chose qui serait un peu plus dépressif, si je peux dire, là. Donc, je pense que la santé, c'est la synergie entre comment tu te sens physiquement versus mentalement. Fait que je pense que c'est un peu un mélange des deux. Si tu n'avais pas été malade, tu en serais où aujourd'hui? Penses-tu que tu serais exactement au même point dans ta vie, au point de vue psychologique ou non, émotionnel, professionnel? Probablement pas. Là. Tu ne serais sûrement pas impliqué au niveau de la fondation. Là, mais... Non, effectivement. Non, je pense que je serais vraiment, vraiment différente. J'étais quelqu'un qui se posait pas tellement de questions. Je me laissais beaucoup vaguer, tu sais, dans ce qui m'arrivait. Puis là, j'ai l'impression d'avoir vraiment repris un contrôle puis d'avoir trouvé ma vocation. Fait que ça, je l'avais pas avant. OK. Donc, il y a un peu de positif. Vraiment beaucoup de positif, oui. Tu as connu le système de santé quand même de très près, là. Puis on entend beaucoup parler dans les médias des côtés négatifs du système. Trouves-tu qu'on a un bon système de santé? Est-ce que tu en as perçu ou qu'est-ce que... Moi, évidemment, ce que j'en ai perçu, c'est que oui, parce que j'ai été extrêmement bien suivie par tous mes médecins traitants. Je pense que le personnel du système de la santé est extraordinaire. Je pense que les outils du système de la santé technologique pourraient peut-être être améliorés, là, justement pour aller sortir toute cette data-là qui n'est pas utilisée assez, je pense, en ce moment. C'est bon. Alors, Roger, un commentaire ou t'écoutes avec... Moi, j'écoute avec beaucoup d'attention. Écoute, c'est une
Cette jeune femme-là, malgré son jeune âge, a une maturité qui est vraiment impressionnante. Moi, elle m'impressionne. Elle m'impressionne vraiment, là. Et je suis d'accord avec elle, là, la santé. Moi, je pense que j'avais défini ça dans le premier balado comme un sentiment de bien-être. Si tu te sens pas bien, ben tu te sens pas en santé. Il faut vraiment, tu peux avoir mal quelque part, tu peux avoir mal à l'épaule, dans un genou, etc. Mais tu vas te dire en santé parce que tu vis bien avec ça, puis que tu es capable de bien fonctionner avec ça. Alors, moi, ça, c'est un peu plus ma définition, là, mais... On dit souvent que les gens qui ont été malades comme toi, de des maladies graves, puis qui récupèrent de ça, ça change la vision de la vie, puis que les petits irritants de la vie, finalement, on se rend compte à quel point c'est complètement futile de s'arrêter à ça. Mais j'ai l'impression qu'on retombe dans les vieilles pantoufles, puis qu'on commence à nouveau à être irrité par le fait que, par exemple, notre chum n'a pas baissé le bol de toilette. Là, ça prend combien de temps avant que ça revienne, là, l'irritant, mettons, là, du couvercle de toilette? Le petit high là, de je vois la vie autrement, il dure quelques mois, là, passer les bonnes nouvelles, je pense. Là. Puis oui, c'est sûr que ça revient, là, les petites choses insignifiantes. Mais par contre, ça remet beaucoup en perspective, peu importe. Tu es tout le temps capable de le ramener. Tu sais, quand je suis stressée au travail parce que j'ai une grosse présentation, ben, il me semble que je suis plus stressée que quand j'allais me faire opérer. Ça fait pas trop de sens. Donc là, tu es capable de te ramener un petit peu plus facilement. Puis, tu sais, il y a pas grand-chose qui va être plus grave que le cancer. Fait qu'à un moment donné aussi, ben oui, peut-être qu'il y a un événement qui arrive à une de mes amies puis qui est pas aussi grave que mon cancer, mais si ça l'atteint, c'est grave. Fait que ça aussi, il faut faire attention que l'important, c'est comment les gens se sentent. Perçoivent. Et non de comparer des situations entre elles. Fait que, l'empathie va tout le temps devoir être là, même si tu as eu un gros cancer, puis même s'il n'y a rien qui va être comparable, sauf quelqu'un d'autre qui aurait eu une grosse maladie grave. Fait que je pense que l'inverse aussi est important de continuer d'être empathique envers les plus petits problèmes. Ça m'amènerait à te demander, as-tu eu des amis? Est-ce que tes amis, tes proches, parfois tu sentis chez eux, à l'occasion, une hésitation de leur part à te confier certains de leurs malheurs ou de leurs angoisses parce qu'ils disaient, parce qu'eux se disaient, Saraline a tellement vécu quelque chose d'incroyable, là, je ne vais pas commencer à l'embêter avec ma rupture amoureuse ou avec la crevaison sur le pneu de ma voiture. As-tu perçu ça un peu? Quand j'étais malade, beaucoup. Okay. Quand j'étais en plein dedans, là, dans le traitement, dans mes chirurgies, j'avais l'impression que ça allait vraiment bien pour tout le monde, mais c'est juste que personne m'en parlait, tu sais. Puis ça, tu sais, après ça, il a fallu que j'en parle. C'est des discussions que j'ai eues avec mes bonnes amies, avec mon conjoint, pas tant parce qu'on est très, très, très proches, puis j'ai pas eu à lui dire, mais avec mes amis de filles, puis ma famille, il a fallu qu'on en parle, puis que je leur dise que ça m'intéressait, la rupture ou la mauvaise nouvelle qu'il y avait eu, puis que je voulais pas être celle qui reçoit plus rien, puis qui se fait plus rien confier à cause de ça. Alors, on va conclure. Donc, il y a une section baguette magique à cette entrevue. Donc, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, par magie, ce serait quoi? Ben, je pense que je l'ai dit un peu tantôt. Je pense que ça serait d'avoir des outils technologiques à la fine pointe parce que ça, tu sais, on le voit dans le monde financier ou dans le monde des affaires en général, comment que ça amène la business à un autre niveau. Donc, je peux pas croire que le système de santé peut pas avoir les mêmes avantages que les autres vu leur vocation. Peut-être la grosseur de la machine qui fait que c'est si complexe. Oui, sûrement. Puis là, je reprends la baguette magique. Roger, donc, c'est ta deuxième présence. Donc, je te donne le choix encore ou le loisir de désigner. La première fois, tu m'avais parlé de Winston Churchill. Yeah. Donc, une fois que tu as pris un verre de Paul Roger avec Winston Churchill, ton deuxième choix
de personne ou de personnalité que tu aimerais rencontrer, morte ou vivante? Ce serait qui? J'avais dit, en fait, la dernière deuxième fois, je me rappelle aussi, mais j'avais dit Barack Obama. Mais je vais modifier ça en disant Ruth Bader Ginsburg. Bon choix. Bon, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on sait ce qui se passe par rapport à l'avortement. On sait à quel point elle a défendu les droits civiques aux États-Unis. C'est une grande juriste, là. Définitivement. C'est pas prêt de changer parce que la Cour suprême américaine est conservatrice. Ils viennent te virer ça à l'envers. Mais 5 c'est... contre 3 dans le moment, si je ne m'abuse. Donc, c'est 6 contre 3. 6 contre 3. Donc, non, alors oui, c'est quelqu'un qui a fait de grandes choses pour l'Amérique, mais malheureusement, l'Amérique a tourné. Et toi, Saraline, si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde, qu'elle soit vivante ou décédée, ce serait qui? Mon Dieu. Faut que j'y réfléchisse. Là, c'est Dr. Grégoire, il met des gros noms, là. Faut-tu que moi aussi, je mette non, ça peut être... gros noms? Non. Tu sais, parce que là, ce qui me vient à l'esprit le plus vite, c'est Jennifer Aniston. Fait que là, j'ai vraiment l'air super superficielle. Pourquoi? Mais c'est juste parce que je suis une fan finie de Friends, j'écoute ça. Puis c'est une émission que j'ai beaucoup écoutée, même pendant que j'étais malade, parce que c'est super réconfortant pour moi. OK. C'est une télésérie américaine. C'est un excellent choix. Écoute, en fait, si tu y vas, tu m'inviteras. Peut-être un peu moins poétique que Dr. Grégoire, mais non, mais j'ai une invitée qui m'a répondu, Jane Fonda, tu vois, donc c'est un très bon choix, ça. Je ne te demanderai pas quelle cause te tient à cœur, parce qu'on en a parlé pendant un bon moment, donc peut-être avant de nous quitter, as-tu une dernière pensée ou un conseil pour nos auditeurs ou pour les gens qui sont malades dans le moment? Bien, pour les gens qui sont malades, je pense que c'est de faire confiance à leur équipe. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, de ne pas hésiter à poser des questions, sont vraiment là pour ça, puis d'aller chercher l'aide. Il y en a de l'aide de disponible. Donc, de ne pas rester seul. Je pense que le réseau de support est primordial pour aller mieux. Fait qu'il faut pas hésiter à s'appuyer sur les gens qui nous entourent, comme moi, j'ai eu la chance de faire. Roger, toi, une dernière pensée? Une dernière pensée. J'aimerais ça recommencer ma carrière. Mais non, j'avais une dernière pensée, mon Dieu. Non, pas vraiment. Je dirais aux gens, je ferai un peu de pouce sur ce que Saraline vient de dire. Le système de santé, bon, on le critique. C'est une immense machine qui... Mais les gens qui y travaillent, bon, il y a toujours quelques scandales d'un bord et de l'autre, là. Mais les gens qui y travaillent sont des gens dévoués, qui ont à cœur leurs patients et qui s'en occupent, que ce soit les médecins, les infirmières, les inhalothérapeutes, les physiothérapeutes, les orthophonistes, les whatever, les préposés aux bénéficiaires, les gens dans les cuisines. Tout le monde dans le système de santé a à cœur que ce système-là fonctionne. Mm-hmm. Mais la machine est grosse, elle demande beaucoup et elle coûte très cher. As-tu l'impression que ça nous prend, comme cliniciens, parfois trop de temps à se rendre compte de ça? Parce qu'en début de carrière, des fois, on est un peu crinqué. Oui. Pompé, puis, tu dis? On monte facilement aux barricades, puis on a l'impression que c'est plus beau au sud de la frontière. Puis... Ça, je suis moins sûr, mais bon... Une chose qui est certaine, je pense, c'est que la constance des soins ici, au Québec et au Canada, est beaucoup plus réelle qu'elle ne l'est aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as the best, the worst. Ici, t'as pas vraiment ça. Mais oui, c'est un fait que quand tu commences ta carrière, t'es pas mal plus pompé, puis t'es plus... Disons que je t'ai connu en début de carrière, puis... Ouais, t'es pas mal plus nombriliste. T'es un peu moins zen. T'es plus nombriliste, là, mais c'est avec l'âge que, si tu veux, ça... Ça vient avec ça. Alors, Saraline, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Roger, merci. Ça m'a fait plaisir. Une deuxième fois? On va peut-être remettre ça, là, sûrement dans un autre contexte. Peut-être avec quelqu'un d'autre du groupe, là, de la Fondation, là, pour parler... Ben oui. Excellent, merci beaucoup.
Alors, je remercie nos auditeurs qui nous ont écoutés pour cette entrevue fantastique. Je vous invite à visiter mon site web qui est baladosanté.ca au baladosante.ca. Vous devriez retrouver sous les notes de balado sur la plateforme que vous utilisez le lien vers le site web. Je vous invite à vous inviter au balado, à m'envoyer un commentaire via le site web, peut-être à me suggérer des invités. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.